Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Un gouvernement dans les prochains jours, c'est en tout cas ce que prédit le ministre des Finances Ali Hassan Khalil. Les tractations autour du nouveau cabinet se poursuivent. L'EFL exige un portefeuille régalien. Nouvelle série de sanctions contre des responsables du régime syrien. Tous sont accusés de prendre part à la répression contre la population. 17 ministres et le gouverneur de la Banque centrale sont visés par ces mesures européennes. Sur la chaîne CBS, Donald Trump esquisse plusieurs points de son programme présidentiel. Au menu, immigration, avortement, armes à feu ou encore accord nucléaire iranien. Les administrations publiques seront fermées le 22 novembre pour la fête de l'indépendance. Décision du Premier ministre sortant Tamam Salam. Cette date pourrait aussi voir la formation du gouvernement de Saad Hariri. Plusieurs responsables ont émis cette hypothèse ces derniers jours. Selon le ministre en exercice des Finances, Ali Hassan Khalil, cela pourrait advenir dans les prochains jours. Depuis la régie du tabac, le responsable a espéré ce lundi que le nouveau cabinet donne, je cite, un coup de fouet à la situation économique et financière désespérée dans le pays. Et puis le patriarche maronite Bshara Raï souhaite lui aussi une formation rapide du gouvernement. Selon le résident de Pkerké, une nouvelle loi électorale est par ailleurs nécessaire pour assurer la réconciliation nationale. Il s'est exprimé à l'ouverture du synode des évêques catholiques. La formation du cabinet est quelque peu retardée par les tractations qui continuent pour la distribution des portefeuilles. Quelques tensions se font en effet sentir, notamment du côté des forces libanaises. Le député Georges Adouane a fait savoir que son parti ne participerait pas au gouvernement s'il n'obtient pas de ministère régalien. Dans une interview au quotidien, Anar, le vice-président des FL, a expliqué que sa formation avait soutenu l'accession de Michel Aoun à la présidence après un accord sur la nécessité de créer un TAEF libanais. Et en parallèle, le bras droit de Michel Aoun, Gebran Bassil, a déclaré au quotidien Al-Akhbar cette fois que les FL obtiendront une part plus importante par rapport au gouvernement précédent. On passe maintenant à cette information tragique. Une employée de maison venue du Bangladesh s'est immolée par le feu au domicile de son employeuse à Daraya dans le Kesserwan. Elle est décédée à l'hôpital où elle avait été transportée. Dénommée Rihanna, elle était âgée d'une trentaine d'années et ce n'est pas la première fois qu'une travailleuse domestique met fin à ses jours dans le pays. Ce nouveau drame relance le débat sur les conditions de travail parfois déplorables des employés de maison au Liban. Nouvel attentat sanglant à Bagdad. 8 personnes ont été tuées. L'attaque a eu lieu dans une oasis au sud-est de la capitale irakienne. Une zone d'ordinaire épargnée par les violences. Elle a été revendiquée par le groupe État islamique. On dénombre également 6 blessés. 6 hommes munis d'armes légères et d'explosifs ont tenté de s'infiltrer tôt dans l'oasis. Mais confrontés à la réaction des forces de sécurité, ils se sont retirés dans une zone proche où ils ont fait détonner leurs explosifs. Selon le ministère de l'Intérieur, 5 des assaillants ont été abattus. Et à Mossoul, les troupes d'élite de la Golden Division progressent dans les quartiers est de la ville. Ils sont en première ligne pour combattre les djihadistes de l'EI. Les envoyés spéciaux de France 24 ont pu les suivre. Reportage de Rob Parson, Hussein Assad et Pierrick Laurent. Le début d'une nouvelle journée d'intenses combats dans les quartiers est de Mossoul. Le capitaine Raïs fait partie de la Golden Division, les troupes d'élite irakiennes en première ligne dans cette zone. Ici, nous sommes dans le quartier de Zahra, aussi appelé Saddam. Nous allons vers la ligne qui nous sépare des combattants de Daesh. Il y a quelques jours encore, ces rues étaient sous le contrôle de l'État islamique. Pour les reprendre, il a fallu se battre maison par maison. L'officier Haïdar nous emmène au plus près de la ligne de front. Il y a du mouvement dans cette zone juste en face de nous. La coalition a mené hier un bombardement contre un groupe de djihadistes. Une trentaine ont été tués. Au loin, le centre de Mossoul est désormais à portée de vue. Dans cet environnement urbain, les snipers jouent un rôle essentiel.
soldat nous emmène dans les rues adjacentes. Saddam est un quartier réputé pour être un terreau de l'islamisme, alors les troupes irakiennes sont particulièrement méfiantes. On n'est pas sûr à 100% des familles qui vivent ici. On ne peut pas faire confiance aux habitants de Saddam. Sur les trottoirs gisent des corps de djihadistes tués ces derniers jours. On couvre les corps par respect pour les morts. Peu à peu, les habitants sortent de chez eux. Les membres de l'État islamique les ont souvent empêchés de partir jusqu'au dernier moment. Ces derniers jours ont été très durs. On ne pouvait plus sortir de la maison. L'État islamique pouvait nous punir sous n'importe quel prétexte. Certains choisissent de rester, mais ils sont des centaines chaque jour à fuir les combats. Un exode massif, 50 000 personnes ont déjà quitté la ville, avec devant elles un avenir très incertain. L'Union européenne a approuvé une nouvelle série de sanctions contre des responsables du régime syrien. Tous sont accusés de prendre part à la violente répression contre la population. 17 ministres et le gouverneur de la Banque centrale sont concernés par ces mesures. Des mesures qui comprennent des interdictions de séjour et des gels de leurs éventuels avoirs dans l'Union européenne. 10 noms avaient déjà été ajoutés le 27 octobre à cette liste qui en comporte plus de 200. Par ailleurs, les 28 ont appelé depuis Bruxelles toutes les parties à respecter les engagements de l'accord sur le nucléaire iranien, accord que le nouveau président élu des États-Unis, Donald Trump, a promis de, je cite, déchirer lors de sa campagne. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Israël s'apprête à légaliser de nouvelles colonies. Les Palestiniens sont vent debout contre deux projets de loi adoptés hier par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Le premier ouvre la voie à la légalisation de colonies sauvages et le second à la limitation du volume des appels à la prière musulmane. Pour les Palestiniens, ces décisions vont mener à une catastrophe dans la région. Les deux textes doivent encore être votés en 3 lectures par le Parlement. La direction palestinienne va se tourner vers le Conseil de sécurité de l'ONU et toutes les autres organisations internationales pour stopper ces mesures, a affirmé Abou Roudena, le porte-parole de la présidence palestinienne. Revenons à présent sur cette interview de Donald Trump à la chaîne CBS, entretien durant lequel il a détaillé plusieurs points de son programme. Certains restent inchangés, tandis que sur d'autres, le président élu se montre plus flexible. C'était l'un de ses engagements durant sa campagne. Donald Trump disait vouloir ériger un mur à la frontière mexicaine et expulser les immigrés clandestins. Lors d'une interview sur une chaîne américaine, il est resté très ferme sur cette question. Nous allons faire sortir du pays les criminels qui sont là illégalement, ceux qui ont un casier judiciaire, les membres de gangs, les dealers de drogue. Ils sont probablement 2 millions, voire 3 millions. Eh bien, nous allons les faire sortir du pays ou bien les incarcérer. Ils sont ici de manière illégale. Il a également réaffirmé son opposition à l'avortement et a annoncé qu'il nommerait des juges favorables au port d'armes. Face aux manifestations de ces derniers jours, il appelle au calme et reste flexible sur l'Obamacare, la loi sur l'assurance santé, mesure phare du mandat de son prédécesseur. Modifierez cette réforme, ferez-vous en sorte que ceux qui remplissent certaines conditions soient toujours couverts? Oui, car c'est l'un des principaux atouts de cette loi. Allez-vous la garder? Oui, pour les enfants qui vivent avec leurs parents un peu plus longtemps. Vous allez garder ça? Oui, il y aura des coûts supplémentaires, mais nous allons faire en sorte de garder ça. Donald Trump avait promis de renoncer à son salaire de 400 000 $ annuels attaché à la fonction présidentielle s'il venait à être élu. Il a depuis réitéré cette promesse. La prochaine équipe du nouveau chef de la Maison-Blanche commence à se dessiner. Comme chef de cabinet, le milliardaire a désigné Reince Priebus, le président de la plus haute instance du Parti républicain. Antoine Fenot. Les promis du changement, voire du sang neuf, il faut croire que Donald Trump a préféré un choix plus traditionnel. Le président a annoncé plusieurs nominations, dont celle de son secrétaire général à la Maison-Blanche, et c'est Reince Priebus qui a décroché le poste. Fidèle de la première heure, c'est un républicain classique, membre du comité du parti. Son rôle sera essentiel. Il fera le lien entre la Maison-Blanche et la Chambre des représentants présidée par Paul Ryan, homme qu'il a aidé dans son parcours politique et dont les relations avec le nouveau président sont tendues. Signe de l'influence de Reince Priebus, Donald Trump, à peine élu, l'avait publiquement remercié.
Je vais vous le dire, Rens, c'est une superstar. C'est un vrai bourreau de travail. Et d'une certaine manière, c'est un peu grâce à moi. Rens, viens ici. Boy, oh boy, oh boy. Il était temps, hein, Rens? My God. Autre nomination plus controversée, celle-ci, celle de Stephen Bannon, directeur de campagne du milliardaire et désigné comme conseiller stratégique. Stephen Bannon, c'est un homme de l'ombre aux idées très à droite. Il dirige un site d'information ultra-conservateur, Breitbart News. Ses idées, lutte contre l'immigration et l'avortement. Il avait aussi affirmé que les femmes n'étaient pas discriminées à l'embauche, mais qu'elles étaient juste nulles en entretien. Avec ces nominations, le nouveau président tente d'équilibrer ses relations avec le parti, en attendant son investiture en janvier prochain. Le fondateur de Wikileaks devant la justice suédoise, Julian Assange, est accusé de viol contre une jeune femme de 27 ans. C'est la première fois qu'il pourra donner sa version des faits. Après 2 tentatives avortées, la Suède et l'Équateur, dont l'ambassade à Londres est devenue le refuge du cyberactiviste, ont longuement négocié les conditions de son interrogatoire. L'Équateur a imposé que ce soit un procureur équatorien qui pose les questions, même si celles-ci sont suggérées par les enquêteurs suédois. Si le cyberactiviste l'accepte, un prélèvement ADN sera effectué et en fonction des résultats de l'interrogatoire, le parquet suédois décidera alors ou non de l'inculper. Le procès de l'assassin présumé de Joe Cox a commencé à Londres. En juin dernier, la députée avait été abattue par balle dans une rue de Birstall. Ce drame s'était produit quelques jours avant le référendum sur le Brexit, dont elle était une farouche opposante. Le rappel des faits avec Nabia Marloufi. C'était le 16 juin dernier. Cet après-midi-là, la police de Birstall est appelée en urgence. L'homme que ses agents tentent de maîtriser vient de commettre l'irréparable. Il a d'abord tiré à plusieurs reprises sur Joe Cox avant de la poignarder. Identifié comme Thomas Mair, le suspect est inculpé pour homicide volontaire. D'après plusieurs médias locaux, l'homme de 52 ans serait très proche des milieux d'extrême droite. Lors de sa première comparution, il aurait crié « Mort aux traîtres, liberté pour le Royaume-Uni ». Son frère défend lui un homme malade, suivi pour troubles mentaux. Membre du Parti travailliste, Joe Cox militait pour le maintien de son pays dans l'Union européenne. À l'annonce de sa mort, une immense vague d'émotions avait gagné le pays. Joe est parti beaucoup trop tôt. Que nous soyons ses amis ou membres du Parlement, nous portons tous une même responsabilité. Nous devons continuer le travail de Joe, lutter contre la haine, l'intolérance, l'injustice et continuer de servir les autres avec dignité et amour. Joe Cox avait 41 ans, elle était la mère de 2 enfants. À l'occasion de l'ouverture du procès, son mari demande à ce que l'on se souvienne des combats que menait sa femme et non des circonstances de sa mort. Nouveau séisme nocturne en Nouvelle-Zélande, une réplique de 6,2 sur l'échelle de Richter. Elle s'est produite quelques heures à peine après le puissant tremblement de terre qui a fait 2 morts et de nombreux blessés. Le bilan pourrait s'alourdir. La nuit dernière, la zone de Christchurch a été frappée par une secousse de magnitude 7,8 dans la crainte d'un tsunami sur la côte est de la ville. La plupart des habitants ont fui vers des zones élevées, hors de portée des vagues. L'alerte a depuis été rétrogradée, mais les dégâts sont importants. Bâtiments effondrés, bitume fissuré, une route a presque entièrement été recouverte par un glissement de terrain. Ce soir, dans le ciel, on pourra apercevoir une lune plus grande et plus lumineuse, un phénomène historique à ne pas rater que nous explique Mathieu Rappé. Les astronomes américains l'appellent Super Extra Lune. Une lune plus grosse, plus brillante. Le spectacle a lieu une fois par an, mais cette année, il sera amplifié. Car la Lune est au plus proche de la Terre. Chose rare, ce phénomène intervient au même moment que la pleine Lune. Le Soleil, la Terre et la Lune seront presque alignés. Selon la NASA, notre satellite sera 14% plus gros que d'habitude et 30% plus lumineux. Rendez-vous dès que la nuit tombe, partout dans le monde. Pour en profiter au mieux, levez les yeux vers 18h30 au moment de l'illusion lunaire, quand la Lune est basse et paraît plus grosse. Il faudra attendre le 25 novembre 2034 pour que ce phénomène se reproduise. Et voilà, ne manquez pas ce spectacle ce soir, fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée.
Un gouvernement dans les prochains jours, c'est en tout cas ce que prédit le ministre des Finances Ali Hassan Khalil. Les tractations autour du nouveau cabinet se poursuivent. Les FL exigent un portefeuille régalien. Nouvelle série de sanctions contre des responsables du régime syrien. Tous sont accusés de prendre part à la répression contre la population. 17 ministres et le gouverneur de la Banque centrale sont visés par ces mesures européennes. Sur la chaîne CBS, Donald Trump esquisse plusieurs points de son programme au menu immigration, avortement, armes à feu ou encore accord nucléaire iranien. Merci de votre attention, très bonne soirée. Restez très ferme sur cette question.